Après avoir révélé les failles et les faillites du multiculturalisme dans ses précédents ouvrages, le sociologue canadien Mathieu Bock-Côté s'intéresse dans son nouveau livre à ce qu'il appelle l'empire du politiquement correct. Bonsoir Mathieu Bock-Côté. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. J'aurais dû dire sociologue québécois sans doute, puisque vous êtes un militant connu de la cause indépendantiste québécoise. Alors on va commencer justement par l'actualité de la province francophone canadienne avec ce projet de loi sur la laïcité qui déchaîne les passions. Le mot n'est pas trop fort. Le texte vise en fait à interdire le port des signes religieux aux employés de l'État, les juges, les policiers, les procureurs de l'État, mais aussi les enseignants, les directeurs d'écoles primaires. Le maire de la ville de Hampstead, William Steinberg, a dit à propos de cette loi, c'est du nettoyage ethnique, pas avec un fusil, mais avec une loi. C'est raciste et c'est ignoble. Qu'en pensez-vous ? Premièrement, que le projet de loi québécois, pour peu qu'on le situe dans l'histoire récente du Québec, ça fait 10 ans qu'on débat de la question de la laïcité chez nous, des signes religieux ostentatoires, et on a un projet de loi très modéré. Il faut s'entendre comparé à ce qu'il y avait sur la table, et qui vise enfin à interdire les signes religieux ostentatoires chez les employés d'État en situation d'autorité, donc pas tous les employés de l'État. Et par ailleurs, il y a une clause grand-père, une clause de droit acquis. Donc si vous avez déjà votre signe religieux, vous avez le droit de le conserver, donc vous ne perdrez pas votre emploi, mais par ailleurs, pour les nouveaux employés, ils ne pourront pas porter signe. Par ailleurs, l'accusation que vous mentionnez est une accusation absolument odieuse, qui n'est pas surprenante quand on sait l'hostilité viscérale envers toute forme d'affirmation de la majorité francophone ou du Québec globalement dans une frange réduite mais réelle de la communauté anglophone. Ce que vous voulez dire que c'est pas tant le contenu du texte qui gêne ce maire d'une ville anglophone, c'est le fait que le Québec prenne une décision qui va à l'encontre du fédéral. Que le Québec prenne une décision qui va à l'encontre du multiculturalisme canadien et plus largement que le Québec prenne une décision, je crois. Et cette accusation de nettoyage ethnique, c'est absolument odieux. Il y a d'autres accusations semblables, racisme, discrimination, xénophobie. Et là, l'espèce de grand écart entre, d'un côté, un projet de loi fort raisonnable auquel 65% des Québécois se rallient. C'est quand même quelque chose, et 75% des francophones, 40% par ailleurs des populations issues de l'immigration, ça vaut la peine de le dire. Et de l'autre côté, cette accusation grossière, ça nous rappelle ceux qui, dans les années 80, 90, quand il y avait la question de l'indépendance, nazifiaient le nationalisme québécois pour certains radicaux de la communauté anglophone, pas toute la communauté anglophone, mais pour certains radicaux, le simple fait que le Québec existe relève déjà de l'excès. Pour certains d'entre eux, la simple affirmation québécoise relève du suprémacisme ethnique. Je crois que les Québécois ont raison, dans les circonstances, de se révolter contre de tels propos. Et pour clore ce dossier, sachons que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Premier ministre du Québec, François Legault, ont condamné cette sortie, ont demandé au maire de s'excuser. Il a refusé en disant qu'il parlait d'un nettoyage ethnique pacifique. Ce sont ses mots et donc non pas armé. Au Québec aussi, toujours, donc cette loi sur la laïcité suscite la colère d'une partie de la population. Il y a eu une manifestation dimanche dernier, le 7 avril, avec 5000 personnes. Et parmi les manifestants, il y a eu ce qui a choqué sur les réseaux sociaux, certains militants radicaux, un certain Adil Sharkawi. Le public français et francophone ne le connaît pas forcément. Qui est-il? C'est une figure assez radicale de l'islam québécois, en fait de l'islamisme québécois, on pourrait dire bien franchement, qui s'oppose en fait à toute forme, au début du quart du 8e d'une initiative sur la laïcité, qui est une forme comment dire, un militant, il n'y a pas de doute là-dessus, un propagateur de l'islamisme le plus militant, le plus orthodoxe. Ça prend ses idées ou pas? Il a une petite base qui le soutient. Ce qui était surprenant, cela dit, c'était de le voir à la tête d'une manifestation comme ça et de voir les pancartes dans la manifestation, les slogans utilisés. Par exemple, le Québec n'est pas la France, comme si la France était une forme d'Union soviétique persécutant les minorités, mais il y avait aussi une accusation, encore une fois, l'accusation de nazisme contre le gouvernement québécois. Or, on m'expliquera comment la laïcité modérée peut être pensée comme une marque de nazisme. Je vois là-dedans surtout une forme, dans cette manifestation tout le moins, de fanatisme religieux qui cherche à récupérer la logique des droits de l'homme pour, dans les faits, avancer les intérêts d'un communautarisme particulier. Alors, Mathieu Bock-Côté, l'empire du politiquement correct, c'est donc le titre de votre livre. Quand on vous entend ce soir, on se dit qu'en France, puisqu'il est aussi question de la France, en tout cas sur TV5 Monde, qui est une chaîne francophone, il n'y a pas de politiquement correct. Non, je crois qu'il y en a. J'ai pas l'impression d'avoir un point de vue majoritaire. Mais non, la question du politiquement correct, c'est, évidemment, si on se détache du contexte québécois, c'est ce que j'appelle, moi, ce dispositif inhibiteur, ou encore cette logique qui tend à expulser de l'espace public les acteurs, les intellectuels, les hommes politiques, les essayistes, qui s'inscrivent en contradiction avec ce qu'on pourrait appeler une certaine idée de la diversité, c'est-à-dire sous le signe du multiculturalisme, ou encore aujourd'hui la diversité appliquée à tous les domaines de l'existence. Donc, si vous témoignez de réserve, par exemple, à l'endroit
du multiculturalisme, pour en parler. On risque de vous accuser de xénophobie ou de racisme, de réserve par rapport au, par exemple, l'espèce d'extension infinie du LGBTQI2+, ainsi de suite. Là, ce sera transphobe et ainsi de suite. Et moi, je m'inquiète de cette disqualification des contradicteurs. En démocratie, je dirais que nous devons avoir des adversaires légitimes et non pas des ennemis. En France, il y a beaucoup de polémistes qui tiennent le discours que vous tenez. Éric Zemmour, le premier d'entre eux. Alors, je trouve que ça, c'est une forme d'illusion pour plusieurs. C'est-à-dire, il y a quelques figures dans l'espace public qui tiennent un discours qu'on dira conservateur, entre guillemets. Mais vous noterez deux choses. La première, c'est que régulièrement, on se questionne sur la légitimité de leur présence dans l'espace public. On se demande s'il faut les inviter ou pas. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'on se demande s'il faut inviter les féministes ou non? Est-ce qu'on se demande s'il faut inviter... Mais non, parce qu'on ne demande jamais, est-ce qu'on devrait inviter des sociodémocrates ou non? Est-ce qu'on devrait... Cette question-là se pose jamais. Est-ce qu'on doit inviter les gens de gauche? Est-ce qu'on doit... Non, je pense que la question de savoir si leur présence est légitime est toujours posée. Et vous noterez d'ailleurs que lorsqu'on parle de ces intellectuels ou de ces essayistes, régulièrement, on parle de leur dérive à droite. Donc, pas leur passage, comme s'ils avaient le droit de changer d'opinion, une dérive vers les eaux nauséabondes, boueuses, sulfureuses. Tous les termes sont utilisés pour qu'on comprenne qu'on est dans le domaine de l'illégitime. C'est quoi le multiculturalisme, Mathieu Bock-Côté? Alors, c'est une idéologie partout présente en Occident aujourd'hui qui repose sur l'inversion du devoir d'intégration. C'est-à-dire que traditionnellement, la vocation du nouvel arrivant était de prendre le pli de la société d'accueil, le pli culturel, apprendre à dire nous avec elle. Le multiculturalisme inverse le devoir d'intégration. Il dit que c'est la société d'accueil qui doit transformer ses institutions, sa culture, ses mentalités, son droit pour accommoder la diversité. Et dans son expression la plus radicale, vous me permettrez de traverser l'Atlantique encore un instant, c'est au Canada où notamment une bonne partie de la classe politique canadienne s'est enthousiasmée depuis quelques années pour le niqab. Pourquoi? Parce que le niqab, qui choque la grande majorité, eh bien, est une confirmation de notre propre tolérance lorsqu'on décide de s'y ouvrir. Justin Trudeau n'avait-il pas dit d'ailleurs que le Canada n'avait aucune identité substantielle sinon sa diversité et sa quête de diversité? Eh bien, le désir de la diversité à tout prix peut nous conduire à embrasser le niqab, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une sorte de dictature des identités, c'est le titre d'un livre d'un auteur qu'on a reçu la semaine dernière? J'essaie de ne pas utiliser des termes comme dictature. Le terme me semble fort. Cela dit, est-ce qu'il y a une hégémonie d'un discours qui survalorise toutes les identités dites minoritaires? Sans aucun doute. Mais je crois qu'on doit éviter les termes comme dictature qui vient radicaliser à outrance le propos. Alors, dans votre livre, il est notamment d'un terme qu'on entend de plus en plus qui vient des États-Unis, c'est l'appropriation culturelle. C'est un terme controversé. On en parlait à TV5 Monde il y a une dizaine, vingtaine de jours à propos d'une pièce de théâtre. Quelle définition en faites-vous en tant que sociologue? Alors, l'appropriation culturelle, c'est cette idée selon laquelle une culture dite dominante pillerait symboliquement des cultures minoritaires pour s'approprier, en fait, ces représentations culturelles, ces symboles, ces marqueurs identitaires. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu avec la pièce Slave à Montréal. Est-ce qu'une femme blanche peut chanter un chant pensé d'abord, élaboré pour une femme noire esclave? Est-ce qu'un blanc peut reprendre un chant noir? Et on nous dira non, c'est une forme d'appropriation culturelle. Moi, devant cela, je ne vois rien d'autre qu'une racialisation effrayante des rapports sociaux. Quelle est cette étrange manie aujourd'hui de se nommer blanc, noir, latino et ainsi de suite? Les différences nationales sont légitimes. Les différences raciales, c'est une régression terrifiante. Et vous dites dans votre livre, la réaction identitaire serait-elle devenue le nouveau visage de la contre-révolution? Alors ça, c'est un autre domaine. C'est-à-dire, je fais référence là-dessus, c'est à propos du Brexit et ainsi de suite. C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous dit que toute volonté de penser le peuple, donc je parle plus des identités marginales ici, je parle le peuple qui est fondateur en démocratie, dès qu'on veut lui reconnaître une culture, des mœurs, une mémoire, une langue, on a tendance à dire vous discriminez. Donc, toute forme de particularisation de l'identité nationale, toute forme d'identité collective reconnue qui ne se définit pas strictement par des valeurs universelles, on a tendance à y voir discrimination, peut-être même xénophobie. Et bien, moi, je trouve que ça n'a aucun sens, parce que la démocratie, par définition, suppose un peuple, et qu'est-ce qu'un peuple si c'est un peuple dépourvu d'identité? Ben, c'est une masse liquide sans intérêt. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté d'avoir répondu à nos questions. L'empire du politiquement correct, il est question de la France, mais aussi d'ailleurs des pays anglo-saxons. Un livre à lire pour mieux comprendre toutes ces questions, c'est aux éditions du CERF. Merci à vous. Merci infiniment.